On va commencer par la maternité telle que vous pouvez la voir aujourd'hui, à peu de choses près, parce qu'en réalité, depuis cette photo, il y a eu des transformations. On va le voir la suite. Donc, on va commencer cette histoire en 1997. Pourquoi 1997? Parce que passe par là maître verrier d'Aigle qui s'appelait François Charpentier, et en 1997, il achète cette propriété. Mais ne croyez pas qu'il achète ce que vous voyez là, il achète ceci. Une véritable ruine. Il fallait être François Charpentier pour acheter une chose pareille. Alors vous allez vous dire, peut-être que s'il achète ça, c'est parce que ce lieu avait une histoire, et qu'il l'a acheté grâce ou à cause de cette histoire. Eh bien, figurez-vous qu'il ne savait pas ce qui s'y était passé. Et c'est un enfant de la maternité qui s'appelle Guy Eckstein, qui est suisse, qui est juif, famille juive, et Elisabeth Endemès avait sauvé sa famille, puisqu'elle avait trouvé une famille d'accueil pendant la guerre, et ils se sont réfugiés pendant toute la durée de la guerre chez cette famille des Pyrénées-Orientales de Tuir, pour préciser les choses. Et donc, Guy Eckstein a considéré que, évidemment, Elisabeth Endemès avait sauvé la vie de sa famille, et n'avait qu'une idée, c'est de retrouver Elisabeth Endemès, parce que personne ne savait à ce moment-là, autour des années 97 et 2000, où est-ce qu'elle était passée. On n'avait pas de nouvelles d'Elisabeth, et lui n'avait qu'une idée, c'est de la retrouver, évidemment, pour lui faire part de toute sa reconnaissance pour avoir sauvé sa famille. Et donc, quand Guy Eckstein a su que le château, parce qu'il considérait, Guy Eckstein, considérait que c'était presque son château, quoi. Donc, quand il a su que la maternité, le bâtiment avait été acheté par François Charpentier, il s'est précipité pour aller le voir, et il dit, vous savez que je suis né ici. Quoi? Vous êtes là? Oui, bon, voilà. Il dit, et donc à partir de là, François Charpentier a découvert l'histoire de la maternité. Et il a mis tout son cœur pour la restaurer. Et alors, moi je dis qu'il y a eu un petit miracle là, à partir de là. D'abord, un premier miracle, c'est que François Charpentier a acheté ce bâtiment avant qu'il ne soit trop tard, parce que s'il avait acheté, enfin, il n'aurait pas pu acheter tel que vous le voyez. Un an après, il n'y aurait plus rien. Donc, finalement, l'histoire de la maternité aurait totalement disparu. Donc, ça a été un petit miracle, c'est qu'il l'a acheté à temps pour pouvoir en faire quelque chose. Deuxièmement, petit miracle aussi, c'est que François Charpentier était maître verrier, c'est-à-dire que l'homme savait travailler de ses mains et qui était aussi artiste. Et par conséquent, il a su reconstituer le château, le reconstruire à l'identique, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui soit retirent des choses, soit en rajoutent. Et lui, il a essayé de le faire à l'identique. Et l'identique, tel que vous le voyez ici, c'est-à-dire donc à peu près comme elle était à l'époque, sauf la quatrième aile, parce que la construction de la maternité, enfin la construction du château d'Ambardou, je vais vous expliquer pourquoi le château d'Ambardou, vous l'avez écrit d'ailleurs en légende, c'est qu'ils ont fait construire ce bâtiment sur une implantation en croix grecque, c'est-à-dire deux branches d'égale distance. Et donc, il y a 4 ailes normalement ici, sauf celle que vous voyez en face, qui est aujourd'hui une verrière, qu'il n'a pas pu reconstruire parce qu'elle était complètement démolie. Alors que les autres, il a pu les reconstruire. Donc il manque la 4e aile. Et au bas de cette verrière, il y a des escaliers, qui aujourd'hui ont disparu parce que la ville d'Elne a racheté le château. C'est l'ancien maire Nicolas Garcia qui, ça fait partie aussi de l'autre petit miracle, c'est qu'il a découvert l'histoire de la maternité assez tard. On est à peu près autour des années 2000. Il était candidat à la ville d'Elne pour être maire, et il a dit, si moi je suis maire, ce bâtiment, il va devenir patrimoine municipal. Et c'est ce qu'il a fait, évidemment. Il y est arrivé. Donc il a fallu aussi les mettre aux normes, on va y revenir. Bon, donc ce bâtiment
Vous l'avez soulevé, je vous le lis, le château d'Ambardou, puisque Bardou c'était le nom des propriétaires de l'époque, devient la maternité Sucedaine de décembre 39 à avril 44. Il porte le nom d'un riche industriel, Eugène Bardou, qui le fit construire au début du XXe siècle. Donc en 1997, François Charpentier l'achète et le restaure à l'identique. Je viens de vous le dire. Et puis la ville d'Aisne en fait l'acquisition en 2005. Parce que François Charpentier et l'ancien maire d'Aisne, Nicolas Garcia, sont devenus amis. Et donc c'est pour ça que François Charpentier aussi, comprenant que ce bâtiment devait être patrimoine municipal, dit ben, moi je te le vends, et c'est ce qui a été fait en 2005. Voilà, le bâtiment est devenu patrimoine municipal. Et donc, voilà comment il se présente aujourd'hui. Vous l'avez en haut, vous avez une avancée qui n'est pas très élégante. Hein, parce qu'il a fallu, en quelque sorte, l'adapter aux nombreux visiteurs qui viennent. Vous savez qu'aujourd'hui, on compte à peu près 30 000 visiteurs par an. C'est énorme. Et donc, il a fallu faire rentrer les visiteurs, non pas par l'entrée telle que vous l'avez vu précédemment ici. L'entrée se faisait avant par les escaliers que vous voyez sur la droite de la photo. Vous avez le perron ensuite, et l'entrée principale était sur la porte de gauche. Le rez-de-jardin, jusqu'à cette transformation, le rez-de-jardin et l'entrée par le rez-de-jardin étaient inaccessibles aux visiteurs. C'était à l'époque les dépendances, en quelque sorte on y entreposait tout le matériel, c'était les cuisines et c'était les chambres des hommes. Au premier étage, oui, c'était la réception et puis le salle-manger, et au deuxième alors, il y avait donc la nurserie, les chambres et la salle de couchement, et puis tout à fait en haut, il y avait les chambres pour la mère. Donc voilà comment les choses se présentaient. Donc à partir du moment où le bâtiment a été acheté par la municipalité, le maire a eu de cesse de vouloir que ce bâtiment soit reconnu comme monument historique. Ce qui a été effectivement fait en 2013, il obtient le label monument historique au titre du bâtiment. Il avait été précédemment déclaré monument historique au titre de la mémoire. Donc ça c'est très important évidemment. Pourquoi? Parce que ce bâtiment est intouchable. Et c'était très important parce qu'il y a eu un changement de municipalité et la campagne précédente, donc, là où Nicolas Garcia a été battu, s'est faite en particulier sur cette maternité d'Aisne. C'est un gouffre, il faut s'en séparer. Donc, c'était pas possible. Monument historique, donc intouchable. Et ça, c'est donc une très bonne chose. Donc, voilà comment elle se présente aujourd'hui. Autre miracle, c'est qu'au même moment où donc, François Charpentier restaurait le château, où le maire d'Aisne s'intéresser à la question, est devenu maire, et toute la suite que je viens de vous donner, il y a eu l'arrivée sur les lieux d'une historienne qui s'appelle Assunta Monteia et qui a découvert aussi l'histoire de la maternité, et elle a été évidemment impactée par cette histoire, et comme elle était historienne, elle a dit je vais écrire un ouvrage sur la maternité. C'est le premier ouvrage qui a été écrit à Barcelone, puisqu'elle était catalane du Sud. Et cet ouvrage a eu un impact assez important, c'était la première fois qu'il y avait un ouvrage comme ça. Les médias s'en sont emparés, il y a eu des reportages, enfin, il y a eu donc tout un mouvement qui s'est créé à partir de ce moment-là. Donc vous voyez que tout ça a convergé à peu près au même temps, au début des années 2000. Donc. Et puis est arrivé aussi un réalisateur, toujours à peu près dans ces années-là, qui s'appelle Frédéric Colbron. Et donc lui aussi est venu, il a découvert cette histoire et il a dit je vais tourner un reportage sur la maternité d'Aisne. Et ce reportage a été tourné et fini en 2002. Et entre-temps, Guy Eckstein avait découvert que Elisabeth Heinemann se trouvait en Autriche. Et donc, vous voyez, finalement, on a pu reconstituer l'histoire de la maternité et
la maternité a retrouvé sa mémoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour en parler. S'il n'y avait pas eu tout ça, évidemment, on n'en parlerait plus. Et donc, en 2002, il y a eu une cérémonie pour recevoir Elisabeth Engelmens et les autorités juives lui ont remis la médaille des justes. Voilà. Et puis, bon, on lui a rendu hommage, il y a eu une exposition, etc. Voilà. Voilà donc comment les choses se sont passées dans la période récente et moderne. Mais, évidemment, pour comprendre comment ce bâtiment, le château d'Ambardou, est devenu une maternité, il n'avait pas du tout la vocation à l'être, eh bien, il faut revenir en arrière. Et donc là, vous avez sous les yeux, vous la connaissez aussi bien que moi, la Niña Bonita, qui est l'allégorie de la République espagnole. Alors, ce que je vais vous montrer, la série de diapositives, c'est une série que j'ai conçue, surtout lorsque je m'adresse à des scolaires, à des jeunes, parce que je vais souvent, mais je parle souvent devant des scolaires. Et donc, il faut faire une sorte de petite pédagogie. Alors, ce que je vais vous montrer, vous le savez certainement. Mais ça me permet, avec cette ligne bonita, cette allégorie de la République espagnole, de leur poser la question, je dis, est-ce que vous voyez des éléments ici qui montrent que les républicains espagnols avaient comme modèle la République française? Alors bon, ils commencent à chercher, et puis évidemment, ils tombent sur la devise. Hein, la première chose qu'ils voient, c'est Libertad, Igualdad, Fraternidad. Ouais, c'est la devise de la République française. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, c'est le bonnet phrygien que la Niña Bonita porte sur la tête. Donc, vous voyez. Et puis le troisième, c'est peut-être plus difficile à faire le lien, mais c'est le drapeau républicain espagnol qui est tricolore, comme l'était le drapeau français. Parce que, bon, évidemment, le drapeau de la monarchie, c'est deux couleurs, vous le savez aussi bien que moi. Donc, la troisième couleur, je pense que ça peut avoir une influence aussi, le drapeau tricolore, français peut avoir une influence sur le drapeau tricolore espagnol, même si les couleurs ne sont pas les mêmes, évidemment. Donc voilà. Évidemment, à partir de là, j'explique que quand la République a été proclamée le 14 avril 1931, il y avait une partie de l'Espagne qui était évidemment très contente, mais qu'il y avait une autre partie qui ne l'était pas. Et donc, évidemment, l'Église, les grands propriétaires tyriens, l'armée, etc., bon, les monarchistes et tout, et évidemment, ils n'auront de cesse de vouloir la renverser. Je ne dis pas plus, vous en savez là aussi bien que moi. Vous le savez aussi bien que moi. Et donc, c'est ce qui se passe en 1936. Donc, c'est le soulèvement des militaires contre la République, et les deux Espagnes vont s'affronter. Ici, en noir, c'est l'Espagne franquiste dès le début juillet 1936, et en blanc, l'Espagne républicaine. Donc, encore, le rapport de force est favorable plutôt aux républicains, mais pas pour longtemps. Et donc, voilà, je ne dis pas plus. Hein. Et donc, le problème, c'est que, et c'est à partir de là que notre part va commencer, quoi, sur la maternité, c'est que dès le début, dès septembre, il va y avoir des bombardements sur Madrid. Des bombardements importants. Donc vous avez des images ici de Madrid bombardée, la Puerta del Sol, la Calle Legalitos, comme d'autres rues de Madrid. Et donc, voilà, des images classiques de bombardement, quoi. Et c'était peut-être la première fois où la population civile était bombardée. Et alors... Par l'aviation. Oui, mais c'est donc le gouvernement de la République demande à la population, pour ceux qui le pouvaient, d'évacuer Madrid. Et donc ici, vous avez une campagne qui montre que, enfin, qui incite la population à évacuer Madrid. Évacuer Madrid, et puis par exemple en catalan aussi, par la libertad de Catalunya, je viens Madrid, etc., etc. Donc tout le monde ne pouvait pas évidemment évacuer Madrid, hein, il faut avoir les moyens pour ça. Et alors, c'est là qu'intervient en quelque sorte l'association qui va être à l'origine de la création de la maternité. C'est le Service civil international, qui est une association à caractère pacifiste et chrétien, et qui avait pour but de travailler la reconstruction des villes et des infrastructures mises à mal
par les guerres ou les catastrophes naturelles. Sauf que, comme Madrid était bombardée et que c'était les populations civiles qui en souffraient, ils se sont dit il ne faudra pas attendre la fin de la guerre pour intervenir. Donc, ils veulent intervenir tout de suite. Et très rapidement, je vais très vite, hein, je passe faire un peu plus court, ce service civil international va créer un cartel de 15 associations pour venir en aide aux populations civiles et qui s'appellera, ou qui s'appelait là, Ayuda Suiza a los Niños d'Espagne. Donc, ils vont envoyer du matériel et en particulier des camions en Espagne pour faire un travail humanitaire, ce qu'on appellerait aujourd'hui un travail humanitaire. Alors, ils sont allés à Burjasot. Les premiers camions de la Ayuda Suiza sont allés à Burjasot. Burjasot, en catalan, c'est un nord-ouest, très près de Valence. Et pourquoi Valence? Eh bien parce que le gouvernement de la République, le 6 novembre 1936, s'est replié sur Valence pour se mettre à l'abri des bombes. Et le lendemain, le 7 novembre, c'est la bataille de Madrid. Énorme bataille, bien sûr. Et donc, la capitale de l'Espagne républicaine est devenue, de fait, Valence. Donc, quelques images ici de Valence, avec la Casa de la Cultura, puisque tous les intellectuels se sont repliés sur Valence aussi. Et donc, c'est là où on a retrouvé Antonio Machado, qui a été donc le président de la Casa de la Cultura, que vous avez ici en photo. Donc, ils sont venus à Burjasot. Pendant ce temps, vous voyez, il y a des scènes d'évacuation de Madrid. Et là, évacuation de Madrid aussi, de la population civile. Et c'est là qu'interviennent les premiers camions de la Ayuda Suiza. Alors, en quoi consistaient ces camions? D'abord, il faut que je précise quand même que les premiers camions sont arrivés en avril 1937. Elisabeth Eliémez n'est pas arrivée en avril 1937, elle est arrivée à peu près un an après. Elisabeth était fille de pasteur. Elle était institutrice. Et ses copains de la Ayuda Suiza, enfin les copains du service civil international, lui ont demandé, mais pendant que tu es congé, est-ce que tu ne pourrais pas venir nous donner un coup de main en Espagne pour aider les populations civiles et les enfants, puisque c'était la Ayuda Suiza a los Niños d'Espagne. Elle a dit oui, oui, bien sûr, je viens. Elle est venue et elle n'est pas repartie. Et depuis, elle s'est toujours occupée de l'aide humanitaire et des enfants en particulier. Donc, premier camion qui arrive, c'était avril 1937, et Elisabeth arrive, elle, en février 1938. Alors, en quoi consistait ce travail humanitaire de la Ayuda Suiza? C'était organisé au moyen de camions le transport vers Madrid de denrées alimentaires, de matériel sanitaire, mettre en place un dispositif d'évacuation d'enfants, porter une attention particulière aux femmes enceintes et assistance aux personnes âgées. Déjà, cette association s'occupait des femmes enceintes, ce qui expliquera peut-être après qu'ils aient créé la maternité, évidemment. Donc voilà, des scènes d'évacuation de ces enfants. Alors ces enfants étaient envoyés à Valence. Vous voyez ici une scène terrible des enfants qui partent alors qu'elles sont en train de pleurer parce qu'elles sont séparées de ses parents. Moi j'avoue que c'est des scènes poignantes, quoi, évidemment. Donc tous les camions avaient sur le flanc l'inscription Ayuda Suiza a los Niños d'Espagne. Ils partaient à Valence et ces enfants étaient remis aux autorités républicaines qui ensuite les répartissaient dans différentes colonies et différents endroits. Peu de temps après, la Ayuda Suiza a reçu cet autobus qui a été obtenu grâce aux souscriptions qui ont été lancées en Suisse pour venir en aide donc à l'association Ayuda Suiza a los Niños d'Espagne. Voilà donc comment ça se passait. Donc c'était des va-et-vient incessants entre Burjasot et Madrid pour apporter
du matériel, des denrées alimentaires, et puis pour ramener les enfants à l'abri des bombes. Et puis, bon, la guerre continue, et là, il y a deux moments importants, évidemment. C'est avril 1938, vous le voyez comme moi. D'abord, les trois quarts de l'Espagne sont devenus, on va dire franquistes, hein, moi je préfère dire franquistes que nationalistes, et l'Espagne républicaine, la zone républicaine est coupée en deux, puisque le 15 avril 1938, les franquistes arrivent en Méditerranée. Donc c'est le début de la fin. Ensuite, la troisième carte, c'est la poussée des franquistes sur la Catalogne, la prise de Barcelone le 26 janvier 1939, oui, je dis bien, le 26 janvier 1939, et la retirade. Et donc c'est là, en quelque sorte, que commence l'histoire de cette maternité. Bon, les prémices, je viens de vous les donner, et puis maintenant, les choses vont se devenir plus concrètes. Alors, la retirada, vous le savez certainement aussi bien que moi, la retirada, c'est l'exode républicain espagnol du 28 janvier au 13 février 1939. 28 janvier, pourquoi? Parce que c'est le moment où les autorités ouvrent la frontière qui avait été fermée pendant quelques jours au préalable. Donc la frontière est ouverte aux femmes, aux enfants, aux vieillards et aux blessés. Les hommes ne passent pas. Et pourquoi le 13 février? Parce que c'est le moment où les franquistes occupent alors toute la frontière des Pyrénées-Orientales, parce que les Pyrénées-Orientales, c'était le seul endroit par lequel pouvaient se réfugier les républicains espagnols. 13 février, c'est l'occupation du col d'Arles et de cette zone, des cols d'Arles, au-dessus de Brest-de-Montaigne. Voilà. Ailleurs, ça s'est fait à d'autres dates. Par exemple, au Pertus, les franquistes arrivent le 9 février. À Cerbère, le 10. Ailleurs, c'est le 10 ou le 11. Et les derniers, c'est le col d'Arles, la zone un peu reculée, le 13 février. Donc, du 28 janvier au 13 février, donc c'est la retirade. C'est-à-dire, près de, vous le savez, près de 500 000 personnes qui sont passées en une quinzaine de jours, on va dire. Énorme, énorme. Puisque le département ne comptait que 320 000 personnes. Vous imaginez ce que ça peut représenter comme marée humaine, évidemment. Ici, la carte des Pyrénées-Orientales. Moi, j'ai ajouté en jaune, vous le voyez, des points qui n'étaient pas sur la carte que moi j'ai, parce que, bon, c'est des endroits qui sont connus, mais qui ne figurisent pas sur la carte. C'est pour ça que je l'ai ajouté. Donc, ça va, évidemment, la retirade va de Cerbère jusqu'à l'Andorra, enfin, jusqu'à Cerdagne, sur toute cette frontière. Voilà des images, évidemment, de la population qui arrive, qui trouve la frontière fermée, qui va attendre le 28 janvier qu'elle s'ouvre. Je viens de vous le dire. Et alors là, on dit que dans l'Indépendant, le journal local, que les premiers passages. Par exemple, à 15h30 environ, 1700 réfugiés étaient à Cerbère. Dans la matinée, 300 enfants avaient été acheminés sur Port-Vendre. Sur Port-Vendre, il y a la Moresque, c'était un lieu des gens qui s'occupaient des enfants. Et donc, lorsque les enfants républicains espagnols passaient, eh bien, ils étaient envoyés à la Moresque avant de les dispatcher ailleurs. On recevait les familles avec les enfants et les vieillards, comme je viens de le dire, on les vaccinait, c'est ce qui explique l'infirmerie, et ensuite on les mettait dans les trains et on les envoyait dans les départements du centre de la France. Alors le hasard faisait que les uns tombaient ici, les autres là, Cahors, et au-dessus de Toulouse, en tout cas. Je ne sais pas, Rennes, Bourges, comme à ma mère, par exemple, comme ça. Et donc, voilà, par exemple, ici, l'Indépendant, toujours notre journal local, qui dit « À 22h, un train transportant 1245 réfugiés est parti en direction d'Agen et Poitiers. À minuit, un deuxième train a été formé, transportant 1 millier de personnes vers Montauban et Bourges. » Alors moi, je retiens particulièrement ce petit article, puisque ma mère est arrivée à Bourges.
Donc je me demande, parce que ça coïncide avec la date où ma mère est passée, ça coïncide à peu près avec le moment où ma mère est passée à ce moment-là. Alors, quelle était la situation sanitaire terrible? Alors, avant de vous lire le témoignage, à partir du sein, les hommes passent. Eh bien, les hommes ne sont pas mis dans les trains. Les hommes sont envoyés directement dans les camps. Vous les connaissez, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Lamarcarès. Voilà. Et donc, vous avez ici des colonnes qui vont se déplacer vers les plages des Pyrénées-Orientales. Alors, quelle est la situation sanitaire à ce moment-là? Eh bien, il n'y a rien. J'ai trouvé le rapport du préfet de l'époque, Raoul Divkowski, qui envoie donc un rapport à son ministre de tutelle Albert Sarraut, et c'est un rapport du 6 mars 1939. Et voilà ce qu'il lui dit, parce qu'il fait le point sur tous les aspects de la retirade, militaire et autres, etc. Et alors donc il y a un aspect sanitaire. Et voilà ce qu'il dit sur l'aspect sanitaire de son département. Il a été fait face, dans des conditions à peu près convenables, à la tâche particulièrement difficile qui consistait à accueillir les 12 000 blessés qui ont été amenés aux divers postes frontières. Les possibilités d'hospitalisation se trouvaient à peu près inexistantes dans mon département. À peu près inexistantes. 80 lits seulement disponibles à l'hôpital de Perpignan. La plupart des blessés durent être conservés sur place et des centres créés à Cerbère, au Pertus, au Boulot. C'est ce qui s'est passé. C'est que tous les villages frontières ont ouvert, par exemple, des salles, souvent c'était des écoles, pour créer en quelque sorte des infirmeries de fortune et venir et donner les premiers soins aux blessés, ceux qui en avaient besoin. Voilà comment les choses se passent. Donc, ce sont les villes frontières qui ont supporté le poids de l'exode républicain. Hein, et le problème, c'est qu'ils ont supporté ce poids physique sans avoir le pouvoir de décision. Parce que le pouvoir de décision appartenait aux autorités, à l'armée et puis au gouvernement. Voilà comment les choses sont passées à ce moment-là. Alors, vous imaginez les camps, comment ça pouvait être. Bien sûr, à ce moment-là, quand les premiers réfugiés sont arrivés, les camps, vous le savez certainement si bien que moi, il n'y avait absolument rien. Du sable et des barbelés. Les barbelés, il y en a été mis au dernier moment, parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que sinon, je fais des digressions. C'est un autre sujet. Mais enfin, donc il n'y avait que du sable et des barbelés, quoi. Pas d'eau, évidemment, pas de toilettes, c'est terrible. Bon, les témoignages sont terribles, surtout pour les femmes, qui n'avaient pas de toilettes, et donc c'était des situations très, très, très embarrassantes et très gênantes. Voilà comment les choses se sont passées à ce moment-là. Un exemple, un témoignage, mettons, de André Strapiello, qui est un ouvrage à la fois fiction et réalité. Et voilà comment il décrit l'arrivée à Saint-Cyprien. Nous sommes arrivés à Saint-Cyprien de nuit. On a eu un choc en découvrant le camp. On avait dû se tromper, l'enfer ne doit pas être différent de ça. Les gens faisaient peine à voir. Beaucoup, plus de la moitié, 20 ou 30 000, étaient malades, fiévreux, souffraient de diarrhée, d'infection, de pneumonie. Celui qui, comme moi, ne se plaignait que des poux, pouvait s'estimer heureux. Donc, vous voyez la situation de ces camps. De toutes les maladies, évidemment, la plus répandue, c'était la dysenterie. Parce que l'eau qu'il y avait, quelquefois il y avait des pompes, c'était de l'eau saumâtre. Donc ça provoquait des dysenteries terribles. Et les premières victimes de ces dysenteries, c'était les enfants. Si vous êtes allé à Argelès, il y a un cimetière à Argelès, et il y a 216 morts qui sont enregistrés. Sur ces 216 morts, il y a 70 enfants. Terrible. Alors, la majorité de ces morts portent des noms espagnols, catalans, mais aussi on trouve des noms comme Hermann, Hoffmann, Reinhardt et autres.
Autrement dit, il n'y avait pas que des Espagnols, des Catalans, il y avait aussi d'autres réfugiés qui, eux, venaient du Nord. Pourquoi? Parce qu'évidemment, à partir de 40, c'est mai 40, les Allemands attaquent la Belgique et arrivent en France. Et donc, déjà, bien avant, il y a eu des persécutions, et tous les réfugiés qui étaient tous ceux qui étaient poursuivis, persécutés dans le Nord, venaient vers le Sud. Et ils se sont retrouvés tous dans le camp de Saint-Cyprien, d'Argelès et d'ailleurs. Et donc, on trouve les deux. Hein, c'est pour ça qu'à la maternité, on va trouver non seulement des Espagnols, mais aussi après des Juifs et d'autres nationalités. Donc, les deux exodes du Nord et du Sud se télescopent dans les camps, bien sûr. Alors, dans ces conditions, on imagine les femmes enceintes qui se trouvaient dans ces camps. Par exemple, Mercé Domenech, une future maman à ce moment-là, qui dit ceci: j'étais enceinte, et rien que de penser que mon enfant allait naître dans cette affaire me désespérait. Et elle explique un peu plus, elle dit qu'elle avait assisté à une scène où il y avait une maman qui avait son bébé dans les bras, dans le camp, et qui essayait de le réchauffer par tous les moyens, de le mettre un peu dans le sable pour qu'il se réchauffe, enfin, dans ses bras, etc. Et puis l'enfant a fini par mourir dans ses bras. Et ça, c'est une scène qui l'a marquée à vie. Et alors, elle explique elle-même que quand elle a accouché à la maternité, puisque Mercé Domenech a pu accoucher à la maternité, elle a pleuré. Et quand les autres filles pensaient qu'elle pleurait parce qu'elle donnait naissance à son enfant, non, elle pleurait en pensant à l'enfant qui était mort dans les bras de sa mère. Voilà. Alors, il y en a une autre, par exemple, il y en a d'autres, hein, mais Maria Garcia, il dit « J'étais capable de souffrir de faim, de soif, de froid, de toutes les vexations possibles, mais que mon enfant meurt après sa naissance, je n'aurais pas pu le supporter. » Un peu comme l'exemple que je viens de vous donner. Parce que, voilà, la naissance pouvait se passer à peu près bien, mais après, l'enfant, il fallait qu'il survive, quoi, c'est aux conditions du camp. Voilà. Donc, voilà les situations, évidemment, que l'on voyait dans les camps. Alors, j'ai mis ce dessin de Franck Lapers. Franck Lapers a été interné au camp de Saint-Cyprien en 1939. Il est allé aussi à Gurs. Hein. Voilà c'est lui, hein, c'est lui qui fait le commentaire, hein, que j'ai repris bien sûr. Dessin numéro 18, une série de 30, plumes avec encre, etc. Bon. Il dit, un enfant vient de naître dans le secteur destiné aux familles, sous la surveillance d'un garde sénégalais. La maman le présente au père, arrimé au barbelé du camp général. Voilà une situation vécue. Alors, ça me paraissait intéressant de mettre ce dessin. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage, et un témoignage fiable, puisqu'il l'a vécu, il l'a vu. On ne voit pas de photos équivalentes de cette situation. Il n'y avait qu'un dessinateur, quelqu'un qui pouvait le dessiner comme ça. Et donc, ça montre bien que dans les camps, il pouvait y avoir des naissances, quoi. Hein, des situations terribles, quoi, comme celle-là. Ça me semble assez symbolique. Et donc, Franck Lapers, ce qui est extraordinaire dans cette œuvre, c'est qu'il a fait une trentaine de dessins, comme c'est écrit ici, et c'est une sorte de chronique du camp, dans tous les domaines. Par exemple, bon, les rassemblements entre les hommes, la nourriture, le travail qu'ils pouvaient faire dans le camp, etc. Donc c'est pour ça que ce sont des témoignages très, très intéressants et très forts, bien sûr. Mais il n'y a pas que les camps. Ça, je ne sais pas si... en tout cas, moi, c'est ce que je développe quand j'ai terminé, parce que je ne sais pas si tout le monde relève ce que je vais vous dire. Vous avez ici le tunnel de Cerbère. Le tunnel de Cerbère, où sont passés des gens. Ma mère était là, dans ce tunnel. Elle m'a expliqué qu'elle a attendu plus de 24 heures que le tunnel s'ouvre. Je vous ai expliqué que c'était le 28. Hein. Donc elle était là avec ma grand-mère, nos tantes, etc. Et donc, mais c'est pas pour ça que je vous le dis, c'est parce que dans ce tunnel, le 1er septembre 1939, une maman est morte en donnant naissance à sa petite fille.
Et donc ça, c'est un événement qui était relevé par le tribunal de Céré, qui l'a constaté, et donc le petit enfant a été remis à une famille d'accueil française. C'est pour ça qu'il y a un relevé du tribunal de Céré, pour entériner l'adoption peut-être. Voilà, j'allais chercher le mot adoption. Voilà, donc c'est ça. Mais j'ai aussi relevé cet article de l'Indépendant. Saint-Laurent de Cerdan, je ne sais pas si vous connaissez, bon, c'est un petit peu dans l'arrière-pays, c'est dans les hauteurs des Pyrénées. Et donc, c'est un endroit un peu rude, bon, c'est pas du tout les mêmes conditions climatiques que la côte, donc c'est un peu plus rude. Mais ce qui est important, c'est le dernier paragraphe que je vais vous lire. Les réfugiés arrivés à Saint-Laurent ont signalé qu'une malheureuse femme prise à quelques mètres de la frontière des douleurs de l'enfantement est morte ainsi que son enfant. Donc, les mères mouraient à le chemin, elles accouchaient à le chemin. Quelquefois, l'issue était bien plus heureuse que celle-là, bien sûr. Hein. Mais il y en a d'autres, je ne sais pas tout relever, mais il y en a d'autres. À Prazomoyo, par exemple, aussi, il y avait des mamans qui ont accouché à un chemin et dont les enfants, finalement, sont bien portés. Il n'y a pas eu de problème. Mais enfin, accoucher dans les chemins, comme ça, c'est terrible. Quoi. Donc il n'y avait pas que dans les camps. Il y avait aussi sur les chemins, comme on vient de le voir ici. Alors, donc dans ces conditions, non, on va trop vite, dans ces conditions, que peut faire la Iuda Suiza, qui était en Espagne, et qui est passée en France au même temps que la Retirada. Donc, ils se sont retrouvés à Barcelone d'abord, ils ont anticipé, là, pour rappeler la coupure de l'Espagne républicaine en deux, ils l'avaient anticipé, comme le gouvernement de la République, qui était venu à Barcelone, s'installer à Barcelone, il était à Valence, il s'est installé à Barcelone en octobre 1937. Et donc la Iuda Suiza a suivi aussi, donc ils se sont retrouvés à Barcelone. Heureusement, parce que sinon ils étaient pris dans la nasse de Valence. Et puis ensuite, ils ont continué et ils sont venus en France. Ils ont fait la retirade. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, les gens de la Iuda Suiza se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, parce que bon, la situation d'Espagne n'était pas tout à fait la même que celle de la situation française. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, en réalité, c'est Karl Ketterer, qui était le responsable de, tout à l'heure on a vu des camions, hein, c'est lui qui était responsable de, disons, de la gestion des camions. Il est resté là, sur place, parce que lui est passé là. Elisabeth Endemel se trouvait à Madrid, au moment de la retirade. Elle est partie en Suisse directement le 5 février 1939. Donc elle se retrouvait en Suisse. Et donc Karl Ketterer, Karl Ketterer téléphone une nouvelle fois à Elisabeth et lui dit il y a des choses à faire ici. Est-ce que tu viens me donner un coup de main? Toi qui parles l'espagnol, ça nous aiderait. Elle dit elle est venue. Et donc la première chose qu'ils font, c'est de créer une maternité. Alors c'est d'abord la maternité, non pas à elle, mais à Brouillard. Voilà. La première maternité, c'est à Brouillard. Brouillard, c'est un petit village qui doit se trouver à peu près une dizaine de kilomètres d'Aisne. Ils ont loué un mas et ils ont créé la première maternité. Le problème, c'est qu'il y a eu des différends entre l'équipe de la Iuda Suiza et le propriétaire du mas, et donc ils ont dû quitter la maternité au mois de septembre 1939. Donc, avril à septembre 1939, c'est la maternité de Brouillard. Il y a 33 enfants qui y sont nés, et puis ils doivent partir, quitter donc le lieu. Et c'est là que Elisabeth, qui avait aperçu en quelque sorte le bâtiment
de la maternité, qui va devenir la maternité, le château d'Ampardou, parce qu'il était quand même assez haut et ça dépassait la hauteur des arbres. Et donc, il s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Et donc, elle a réussi à le louer. Le bâtiment était en mauvais état, et donc elle a obtenu des subventions pour le restaurer. Et donc, c'est à partir de là que la maternité a commencé à fonctionner. Voilà. Donc, bien après septembre, puisque on va y revenir, le premier enfant qui est né à la maternité est né le 7 décembre 1939. Mais ce qui est important, c'est voir déjà ce que représentait ce château. Ce que représentait ce château pour les femmes qui arrivaient, quoi. Elles venaient des camps la plupart du temps, hein, de conditions que vous imaginez, bien sûr. Et arriver dans un endroit qui est seigneurial comme le château d'Ampardou, c'était formidable, quoi. Hein, rechanger complètement de situation. Voilà l'exemple, voilà le témoignage de Remey Oliva, qui vit toujours, et qui a fait des témoignages magnifiques. Voilà comment elle explique l'arrivée au château d'Ampardou avec Elisabeth Hennemetz. Elle dit, en arrivant, alors qu'il faisait nuit, on s'est rendu compte que la maternité d'Elne était une maison seigneuriale, comme un petit palais situé tout au fond d'une grande propriété. Au pied de l'escalier, c'est la directrice, mademoiselle Elisabeth, qui nous a reçus, avec une cordialité et une chaleur qui me sont allées droit au cœur. Dans les camps, nous venions de passer toutes sortes de privations et de vexations, et tout traitement aimable nous semblait exceptionnel. Et ça me paraît extrêmement important. Parce qu'en effet, entrer dans cette maternité, c'était non seulement la promesse de bonnes conditions matérielles, l'espoir de l'accouchement apaisé, mais aussi le bonheur de récupérer la dignité si maltraitée par les autorités et une voie le parti de l'opinion française. D'ailleurs, il suffit d'observer la presse de l'époque pour comprendre ce sentiment d'humiliation qu'ont subi nos parents, les réfugiés espagnols. Par exemple, le journaliste de l'Indépendant du 7 février, il écrit ceci, en voyant évidemment les colonnes de réfugiés qui avancent. Hein. C'est l'image de la misère de tout un peuple. Le désarroi, la déroute, la faim, la soif, enfin, toutes les souffrances physiques et morales que les hommes, que les humains peuvent subir. Dans cette multitude, les enfants sont un nombre imposant. Ils sont pour la plupart loqueteux, lamentables. Les malheureux innocents sont les principales victimes par la faute des hommes. Alors ça, c'est un sentiment que j'ai vu et que j'ai lu, parce que j'ai travaillé beaucoup sur l'Indépendant. C'est ce double regard qui est permanent, et non seulement dans l'Indépendant, mais aussi dans toute la presse de l'époque. C'est à la fois un regard de compassion, mais aussi un regard d'accusation. Compassion parce qu'évidemment, ces enfants qui sont là, mais accusation parce que finalement c'est de leur faute. C'est de la faute de ces gens qui arrivent là, tout ce qui se passe. Donc il y a ce double aspect. Donc c'est la compassion qui cède le pas à l'accusation. Le journaliste dénonce les responsables de ce pitoyable spectacle, mais il ne les désigne pas. Qui sont les responsables? Hein? Les hommes. Ah oui, les hommes, d'accord. Les lecteurs de l'époque comprenaient très bien, qu'en décrivant simplement cette image de la misère, les coupables étaient tous désignés. C'était ce peuple vaincu et dépenaillé qui marchait vers les camps. Voilà. Et donc nos parents, c'est ça. Ils avaient écrit, là c'est moi, je suis responsable, c'est ça quoi. Hein, ils se sentaient visés, et bon, évidemment, regardés comme des êtres un peu méprisables. Alors, c'est là où la maternité joue un rôle très important. Parce que ce que je viens de dire, ce n'est pas uniquement des conditions matérielles, ce qui est extrêmement important, évidemment. Mais c'est cet aspect, quoi. C'est qu'avec Elisabeth Hennemetz, il n'y a pas de compassion, pas d'accusation, seulement du respect pour tous. Et pour qui que ce soit, mère espagnole, française, gitane, juive, etc.
Et on dénombre 15 nationalités qui sont passées par la maternité d'Aisne. Voilà, c'est ça qui était important, me semble-t-il. Et ces femmes arrivaient de partout, parce qu'au début, évidemment, la maternité a été faite pour venir en aide en urgence aux femmes républicaines espagnoles qui arrivaient, mais après, petit à petit, il y a eu d'autres personnes, des juives, des allemandes, des polonaises, etc. etc. Donc, c'est ça qui était important. Et donc, toutes pouvaient se sentir libres, protégées par la maternité, terre inviolable, qu'Elisabeth défendait en disant que là-bas c'était la Suisse. Donc attention, ici c'est la Suisse. Ne vous embêtez pas. Bon, avec les Allemands ça s'est passé autrement, évidemment, parce que là nous sommes encore avant 1942. Vous savez que les Allemands sont arrivés à partir du 11 novembre 1942. Donc là, ça a été notre paire de manches. Mais voilà, c'est ça la maternité d'Aisne. Je crois, autant que les conditions matérielles. Et donc, voilà, ici, vous le voyez, les images parlent d'elles-mêmes, quoi. Le flot des réfugiés a augmenté constamment pendant toute la journée, le spectacle lamentable des femmes et des enfants affamés. Voilà. Donc, il y a ce double aspect de compassion et d'accusation. Donc, on ne parle plus de maternité. Alors, voilà, bon, on revient un peu en arrière, donc, voilà le MAS aujourd'hui. Le MAS de Bourteils à Brouillat. Je vous ai dit qu'il y avait eu cette maternité-là. Et voilà quelques images de Brouillat. Alors, sur la photo de gauche, vous avez Carl Ketterer, dont vous allez parler, avec Elisabeth Demens à Brouillat. Et puis à droite, vous avez le véhicule baptisé Rocinante, qu'utilisait Elisabeth pour aller ici et là, au marché ou ailleurs, faire ses démarches administratives avec ce Rocinante, bien sûr. Vous savez que c'est le cheval de Don Quichotte. Oui, je vous apprendrai. Voilà. Et donc, ici, des mamans qui sont à Brouillat. Et à droite, la liste partielle des entrées et sorties des femmes à la maternité. Et voilà comment se présentait donc la maternité à ce moment-là. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec la maternité d'aujourd'hui, vue d'ici en tout cas. Voilà, donc à partir de là, on voit des images de bonheur, bien sûr, de joie, qui tranchent ce que je disais tout à l'heure sur l'environnement, qui étaient les camps, et la guerre et tout, quoi. Alors donc, c'est la douceur de vivre. La maternité ouvre le 7 décembre 1939, et je vous le dis, le premier enfant est né le 7 décembre 1939. Je précise d'ailleurs que cette année, nous, les amis, notre association, laquelle je suis vice-président, descendants et amis de la maternité d'Aisne, nous allons célébrer ce moment et nous allons commémorer ce 7 décembre 1939 en faisant le 7 décembre 2019. Ça tombe juste un samedi. Et donc, on fera la célébration de la naissance du premier enfant, qui est aussi en quelque sorte la naissance de la maternité. Alors, il va y avoir entre ce 7 décembre 1939 et le 7 avril 1944, 595 enfants qui vont y naître. Donc moi, voilà. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, comment ça se passait concrètement? Eh bien, Elisabeth avait obtenu l'autorisation par les autorités de rentrer dans les camps et d'aller chercher les femmes enceintes pour les amener, pas tout de suite, en fait, ça dépendait de son état de grossesse, quoi, pour les amener à la maternité. Et donc, voilà. Et puis, par la suite, Elisabeth avait créé donc une baraque qui était à la fois baraque prénatale et postnatale. Prénatale parce que lorsqu'elle repérait une maman enceinte ou une femme enceinte, elle la faisait passer par la baraque prénatale pour la préparer à rentrer ensuite à la maternité. Et au retour, quand malheureusement elle devait regagner le camp, elle passait par cette
cette baraque qui devenait post-natale. Voilà, voilà, préparer et l'adapter de nouveau aux conditions du camp. Conditions évidemment terribles. Et donc, c'était ça, la façon de fonctionner. Mais après, elle n'allait pas forcément dans les camps, elle acceptait les demandes qui venaient d'ailleurs. J'ai des lettres où, par exemple, elle répond à une future maman qui disait, vous pouvez, qui avait demandé l'autorisation d'aller accoucher à la maternité, et la réponse d'Elisabeth, c'était, vous pouvez venir quand vous voulez. Voilà. Alors, justement, pour expliquer un peu comment les choses sont passées, j'ai un document ici qui est la lettre, si j'arrive à le lire parce qu'on lit assez mal, c'est la lettre qui vient du camp de Bram. C'est le chef d'escadron Ramel, commandant le camp de Bram, à monsieur le préfet de l'Aude. C'est le préfet qui donnait les autorisations de tout. Et donc, il s'adresse au préfet, et voilà ce qu'il lui dit. Et alors, si je vous le lis en partie, c'est pour que vous compreniez comment les choses se passaient. J'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit. Le 14 juin, M. Dubois, délégué du comité neutre de secours aux enfants d'Espagne, AN, est venu me proposer de recevoir à la maternité d'Aisne, comme cela se faisait à Argelès, les femmes enceintes au camp de Bram. Donc, oui, à partir du 8e mois de la grossesse et jusqu'à 1 mois après l'accouchement. Le comité se chargerait du transport, tant à l'aller qu'au retour, les mères recevraient un petit trousseau pour le nouveau-né. Donc, la règle, c'était quoi? Les futures mamans arrivaient au 8e mois et repartaient 1 mois après la naissance. Entre ces deux dates, et dans ce cas de figure, c'était, bon, la règle, mais il y avait des quantités de cas particuliers. Pourquoi? Parce que Elisabeth essayait de garder le plus possible les mamans qui pouvaient craindre d'être persécutées lorsqu'elles sortiraient du camp, ou qui allaient retrouver des conditions terribles dans les camps ou ailleurs, et donc elle essayait de les préserver le plus possible en les gardant à la mesure des places disponibles. Donc voilà comment ces choses se passaient. Il y en a d'autres, je pense comme ma mère, qui n'avaient pas besoin de rester très longtemps à but. Moi, malheureusement, je ne lui ai pas posé la question, mais elle est morte avant que je puisse le lui poser. Et donc, j'en déduis qu'elle a dû rester assez peu de temps. Et donc, elle a pu libérer des lits pour d'autres moments qui en avaient besoin. Voilà donc comment les choses se passent. Entre le 8e mois et le mois après la naissance, il y a tous les cas possibles de situation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, voilà par exemple le témoignage d'Elisabeth qui dit « La maternité représentait pour ces pauvres femmes réfugiées un oasis de paix et de bien-être pour les 6 à 8 semaines pendant lesquelles elles étaient hébergées. » Donc, c'est bien, 8 semaines, c'était du 8e au premier mois, c'était ça. Alors, le personnel de santé, c'était 3-4 infirmières suisses. Elles venaient toutes de Suisse. Il pouvait y avoir une sage-femme qui assurait les soins. Et elles se rendaient à elle chaque 3-4 mois. Donc il y avait des équipes qui changeaient régulièrement. En cas de problème, Elisabeth envoyait les mamans à Perpignan. Mais il fallait que ce soit des problèmes un peu sérieux, quoi. Selon Elisabeth, les sœurs, parce que évidemment à Perpignan, les hôpitaux étaient tenus par des sœurs. Pour le personnel de service, c'était les sœurs. Alors elle dit ceci, selon Elisabeth, les sœurs qui en avaient la charge, non seulement n'étaient pas très bienveillantes à l'égard des femmes républicaines espagnoles, mais n'étaient pas très compétentes dans l'exercice de leurs tâches. Heureusement, peu de mères ont eu recours à l'hôpital de Perpignan. Par exemple, en 1943, sur 500 naissances, 20 femmes y ont été envoyées, dont 5 ont eu recours au forceps. Vous voyez que c'est pas beaucoup, finalement.
Donc tout se passait pratiquement à elle. Alors il y avait aussi un médecin qui pouvait venir, un médecin d'elle qui pouvait venir donner évidemment des soins à la demande d'Elisabeth, ou même une sage-femme, Madame Fillol, que tout le monde connaît à Rennes, qui venait aussi aider l'équipe de la maternité. Donc voilà comment les choses se passaient. Alors les journées des mamans, pour le matin, ça commençait à 7 h avec la tétée. Le problème de ces femmes aussi, c'est qu'elles n'avaient pas beaucoup de lait. Beaucoup arrivaient, c'était les conditions, les conditions de l'époque, quoi. Ma mère, par exemple, n'avait pas de lait. Alors, elle m'a dit toujours que j'ai été sauvé par le lait Gigos qui venait de Suisse. C'est vrai. Donc, par exemple, en 1941, décembre 1941, seulement 5 femmes sur 24 pouvaient donner le sein. Il n'était pas rare que plusieurs d'entre elles, quand elles le pouvaient, allaitent plusieurs bébés. Voilà, c'est ça l'entraide. D'ailleurs, témoignage d'Elisabeth, le lait maternel nous a permis de sauver de nombreux enfants. Car beaucoup de mères arrivées épuisées, les jeunes femmes espagnoles ont été très généreuses en donnant le sein. Voilà. Donc, voilà. Et le lait Gigos qui a fait son œuvre, évidemment, vous voyez. Alors, les nouveau-nés, moyenne, de 2,7 à 3 kg. Voilà, la moyenne. Il paraît que moi, j'ai dépassé largement le moyen. Après le petit déjeuner, la toilette, participation aux différentes tâches de la maternité, des promenades dans le jardin, de la couture, du tricot, le soir la veillée, on joue, on chante, et parfois on célèbre les fêtes, par exemple la Noël, les rois, etc. Elle avait à côté d'elle, Elisabeth, le personnel, qui était du personnel espagnol qu'elle avait fait. Elle avait réussi à faire garder auprès d'elle pour tout ce qui était les tâches de la maternité, les tâches ménagères, la buanderie, la cuisine, le nettoyage, l'entretien, les réparations de toutes sortes, la culture et le potager. La culture et le potager, c'était les hommes, parce qu'il y avait des femmes et des hommes qui restaient à demeure à la maternité. Voilà. Donc c'était toute cette équipe qui fonctionnait en même temps. D'ailleurs, ce potager a été très important parce que ça permettait de produire des fruits et des légumes. Parce que bon, la maternité quand même avait des soucis d'argent. À un moment donné, il s'en est fallu de très peu pour qu'elle soit supprimée. Ce qui expliquera que à partir de janvier 1942, il va y avoir une fusion entre la Iuda Suiza et la Croix-Rouge internationale suisse. C'était les autorités helvétiques qui ont poussé la Croix-Rouge à intervenir et à essayer de s'associer à la maternité, pour se refaire une virginité, on va dire. Parce que, évidemment, les autorités suisses étaient plutôt enclines à être assez indulgents avec tout ce qui était l'Espagne franquiste et tout ce qui était l'Allemagne et l'Italie. Et donc, pour montrer évidemment sa bonne foi et tout, donc ils ont poussé la Croix-Rouge à ce qu'elle intervienne à la maternité. Alors évidemment, ça a été très important pour la maternité parce qu'il y a eu une arrivée d'argent très importante, quoi. Et la contrepartie est quand même terrible, quoi, parce que c'était neutralité absolue vis-à-vis des autorités, quoi qu'elles fassent. Rien. Donc pour Elisabeth, c'était très dur, quoi. C'était très dur parce qu'elle voyait des choses. Les Allemands sont rentrés dans la maternité pour, par exemple, pour chercher la mère, une maman qui était là, qui avait donné naissance à un enfant mort-né. Elle s'appelait Lucie. Et Lucie, en voyant arriver les Allemands, s'est cachée. Donc les Allemands me disent, si Lucie ne se présente pas, c'est Elisabeth qui va partir. Donc Lucie a compris qu'il fallait qu'elle se livre. Alors voilà. Donc Elisabeth s'est trouvée désarmée, quoi, devant cette situation. Voilà le changement qu'il y a eu quand les Allemands sont arrivés. Donc, pour tout ce qui était alimentaire, donc il y avait les productions du jardin, mais enfin, bon, peut-être pas suffisantes
pour alimenter tout le monde. Mais après, les denrées venaient de Suisse, alors le lait, le riz, le fromage, les pâtes, les conserves, les fruits secs, et tout, etc. Voilà, donc comment fonctionnait cette maternité? On pouvait considérer qu'il y avait entre 80 et 100 personnes quotidiennement, entre mères, enfants et personnel. Les hommes, je vous l'ai dit, avaient leur chambre, leur chambre à moi, auprès de ce qui était les dépendances, quand on entreposait le matériel, etc. Et où il y avait les cuisines aussi, et les femmes avaient à partir du, on va dire, le premier étage. Premier étage, il y avait l'entrée et la salle à manger, et puis après, en haut, il y avait la nurserie et les chambres, et le troisième encore en plus, bien sûr. Voilà comment les choses se passaient. Alors, je pense qu'on va peut-être en rester là. Simplement, attendez, je vous montre quand même quelques images. Alors, vous remarquez que, d'abord, ça c'était exceptionnel de pouvoir bénéficier du jardin qu'il y avait autour, ou du jardin qui est toujours autour de la maternité, du château d'Ampardon. Vous voyez donc les corbeilles qui servaient de berceau. Et puis à droite, vous voyez Elisabeth au milieu d'enfants qui, apparemment, ne sont pas nés à la maternité. Alors, c'est compréhensible, pourquoi? Parce que elle était en contact avec Rivesaltes. Rivesaltes, où l'infirmière Friedel était aussi membre de l'association, le service civil international, enfin les mêmes. Donc, et lui envoyait des enfants qui avaient besoin de se refaire une santé. Et donc Elisabeth les accueillait. Et Elisabeth accueillait aussi d'autres mamans, ou d'autres femmes plutôt, pardon, d'autres femmes, qui étaient en état de cachexie, c'est-à-dire d'extrême maigreur, et qui étaient vraiment très très mal. Et donc elle les accueillait et elle leur permettait de se refaire une santé. Vous voyez aussi, en bas à gauche, les berceaux. Vous voyez que ça a été fait avec du matériel de récupération. Parce qu'Elisabeth, elle veillait à tout et il fallait qu'on fasse des économies le plus possible. Donc c'est pour ça que les hommes avaient leur place, toute leur place de cette maternité. Voilà, aussi les mamans sur le perron, sur les escaliers. Alors, peut-être que je peux vous dire où je suis, si ça vous intéresse. Je suis en bas à gauche, tout à fait à gauche. C'est pas ma maman qui me tient, c'est la lingère de la maternité. À gauche. Voilà, c'est ici là. Eh oui. Alors, je vous ai lu tout à l'heure le témoignage d'une maman. Alors, sur la droite là-bas, la dame qu'on voit, la personne qu'on voit avec le visage, on la voit parfaitement bien à droite, la plus à droite. Il y en a une qui a la tête penchée, c'est pas elle, c'est celle qui est derrière. Celle-là, c'est Maria Garcia, j'ai lu son témoignage tout à l'heure, disant qu'elle ne pourrait pas supporter de voir son enfant mourir après être né. Et donc, elle, ça a été une personne qui a aidé Elisabeth. D'autres images, évidemment, l'équipe de Elisabeth et Nemetz. Et donc, Maria Garcia se trouve alors, on le verra mieux, sur la photo de droite là-bas, c'est celle qui est à gauche. Alors, elle n'était pas infirmière ni rien du tout, elle était simplement aide-soignante. Donc, elle faisait presque fonction d'infirmière ou de sage-femme. Et donc, elle est restée pendant 2 ans à aider Elisabeth dans toutes les tâches qui étaient nécessaires. Donc, je voulais simplement vous montrer mon acte de naissance. C'est pas pour... c'est pour, d'abord, un réfugié, vous voyez que j'ai encadré réfugié espagnol, et au-dessous, déclaration d'Elisabeth Hernandez. Voilà. Alors, il précise aussi sur l'acte de naissance que je suis né au Mas Mirus. Et
elle est Omas Mirus Sergio Barba, c'est mon prénom. Omas Mirus. Pourquoi le Omas Mirus? Parce que les propriétaires, le château a été acheté par Mirus. Voilà, c'était des maraîchers. Ils l'ont acheté non pas pour le château lui-même, mais pour les terrains qui étaient autour. Et donc ça s'appelait le Mas Mirus quand moi j'y suis né. Mais après c'est devenu, même si aujourd'hui, quand le château a été acheté par la ville, c'était plus bien sûr Bardou qui était le propriétaire, mais c'est devenu et c'est resté le château d'Ambardou. Voilà, du nom de ceux qui l'ont créé. Voilà Elisabeth en 2002, qui est venue pour la cérémonie, l'hommage qui lui a été rendu. Alors, elle n'a pratiquement rien dit. C'est une femme très discrète, hein, qui était vraiment très gênée au milieu de tous les officiels. Et la seule chose qu'elle a dite, c'est Estoy muy contenta de estar aquí. Y se acabó, nada más. Non, par contre, elle parlait avec les uns et les autres, quoi. Mais bon, elle ne se souvenait pas, quoi. Elle ne pouvait pas se souvenir. Elle ne pouvait se souvenir que de celles qui était restée longtemps à la maternité ou qui avait eu un événement particulier avec elle, mais sinon, bon, mais toujours affable et ouverte, quoi. Voilà ce qu'était la maternité. Pour moi, et je vous l'ai dit, ce qui me paraissait important, c'est que les femmes qui y entraient retrouvaient leur dignité, en particulier. Et moi, je dis souvent qu'elles retrouvaient la beauté de leur visage, cette beauté qu'elles avaient perdue un chemin, parce que, bon, c'est des conditions terribles, et là, elles pouvaient le retrouver. Voilà. Et question que je me suis toujours posée, est-ce qu'Elisabeth avait conscience de l'œuvre humanitaire qu'elle faisait? Alors, si vous voulez, dans la morale protestante, c'était, elle le répétait très souvent, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire, pas plus. Voilà. Donc, elle ne s'en glorifiait pas, quoi. Mais je pense qu'elle avait quand même conscience qu'elle faisait une... La preuve, c'est qu'elle a laissé un petit trésor, puisque je crois qu'elle photographiait tous les enfants qui sont passés par la maternité. Et donc, bon, c'est quand même un trésor, quoi, des archives inestimables, quoi. Donc, ça veut dire qu'elle avait quand même conscience de laisser quelque chose, de laisser une trace, quoi. Voilà ce qu'était Elisabeth Edelben, c'est la maternité d'elle. Voilà, je vous remercie.